Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Comment garder du feu sous la couette quand t'as déjà cramé tout ton carburant à négocier une crise de slip, faire les devoirs et courir après le chat qui a pissé sur la moquette? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Mon invité du jour, c'est Servane Dutoit. Salut Servane et bienvenue au micro du clito. Salut Céline, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Servane, toi tu es sexothérapeute certifiée et thérapeute de couple. Est-ce que tu proposes, c'est pas du cataplasme pour libido en berne, c'est un vrai accompagnement en profondeur pour remettre du vivant dans la sexualité, du joyeux dans le couple et de la sincérité dans les liens, dans un espace puissant, engagé et profondément humain. Et je rappelle que tu étais déjà venu nous parler de désir, d'envie et d'excitation. Ça se passe dans l'épisode 10 pour ceux qui veulent réécouter. Et dans cet épisode, Servane, on va causer flamme et libido, mais version réaliste, pas celle des films avec des draps en lin, une lumière tamisée à la bougie, pas que. Non, on va plutôt aller explorer celle qui survit au déluge de lessive, aux nuits hachées et aux charges mentales XXL. On va parler effectivement de sexualité vivante, de liens qui résistent au tsunami parental et peut-être même des petits gestes qui rallument le feu sacré entre deux compotes. On y va, c'est parti. Je te pose ta première question, Servane. Nom d'un clito. Interview. Toi qui reçois des couples en cabinet, qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on te parle de désir qui s'effiloche après l'arrivée d'un enfant? Alors déjà, il faut savoir que moi, la plupart des couples qui arrivent avec justement un désir qui s'est effiloché, ils viennent une fois qu'il y a en général un, voire deux, voire trois enfants et que les enfants ont déjà grandi. Et finalement, quand on creuse, quand on regarde, c'est ça a commencé à peu près aux alentours de la naissance du premier enfant. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute du premier enfant, hein, clairement pas. Mhm. Mais il y a ça, c'est une phase, un bousculement vraiment profond, un bouleversement profond dans le couple euh, qui va poser des questions et qui va avoir un impact clairement sur le désir, sur la vie sexuelle, sur l'intimité. Et en général, les personnes, le premier enfant, il a quand même bien grandi. Donc, moi, je ne vois pas des personnes qui ont un enfant de 8 mois ou un an. En fait, à ce moment-là, elles ne sentent pas le besoin de consulter. Mhm. Je ne dis pas que ça ne serait pas une bonne idée. Il y a des fois où peut-être que justement, ne pas attendre 3, 4 ou 8 ans, ça pourrait améliorer les choses, d'avoir des petits tips un peu plus en amont Mhm. que. Mais voilà, là en tout cas, moi, c'est la réalité de ce que je peux retrouver en cabinet. Et clairement, ce qui revient le plus, c'est la fatigue. Mais la fatigue de la charge mentale, de la charge quotidienne, en disant, mais où est-ce que je casse ça, quoi? C'est une ligne de plus sur ma to-do list qui fait déjà 15 pages. Bon, bah, voilà, la libido, la sexualité, j'ai pas l'espace, j'ai pas le temps. Mhm. Ça revient très, très fort. En lien aussi avec l'arrivée des enfants, c'est le rapport au corps. Le corps a été transformé. Euh,
en général, au moins pour la maman qui a accouché, mais pas forcément que pour la maman. Pour le coparent, ça peut aussi avoir eu des incidences. Et du coup, il y a vraiment ce côté, bah, c'est plus mon corps d'avant, je sais pas trop comment faire, j'ai pas envie de me montrer, je comprends pas que l'autre puisse me désirer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Et ce qu'on peut me dire également, c'est qu'il n'y a plus l'espace de se retrouver à deux. Mhm. Que bah, du coup, il y a les enfants, et que les enfants, bah, ça, je veux dire, ça prend du temps, évidemment. Que potentiellement, si il y en a un qui ne fait pas encore ses nuits, ou qui a du cododo, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être présentes qui font que sur les 24 heures d'une journée, bah, c'est compliqué de se retrouver à deux. Mhm. Et donc ça joue beaucoup sur le désir, sur la libido. Mhm. Des choses qu'on me dit pas, mais que on peut creuser quand je vois ces couples, c'est aussi ce changement de rôle euh, où les personnes sont passées de femmes ou d'hommes à parents. Et ça, c'est un changement souvent qui est très normal dans la société en disant bah oui, tu deviens parent, comme si ça devait être fluide. Mhm. Ça ne l'est pas toujours. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez du fait que c'est un bouleversement total d'identité, que on est toujours cette personne qu'on était avant, et en même temps, on n'est plus tout à fait la même. Et puis, on s'est rajouté une identité, entre guillemets, de parents et de comment on gère cette nouvelle identité qu'on doit apprivoiser, que l'autre doit apprivoiser. Enfin, c'est quand même tout un monde inconnu à la base et qu'il va falloir découvrir. Mhm. Pas toujours facile. Pas toujours facile, non, effectivement. Et ça me fait penser à une question, Servane. Est-ce que on pourrait dire que ça pourrait arranger les choses si il y avait des cours comme on peut avoir des cours à préparation à l'accouchement, mais que pendant la période de la grossesse de la femme, quand la femme est enceinte, bah, de préparer le couple à la vie post bébé, de cette vie intime, de vous revoir la sexualité autrement. Déjà, bah, déjà pendant la grossesse en soi, c'est aussi différent parce que le corps de la femme change, comme tu le disais, que peut-être même déjà à ce moment-là, elle peut se poser des questions sur, ouais, ben, moi je me sens comme une baleine et puis je vois pas, ou au contraire, il y a des femmes qui sont hyper épanouies donc t'en penses quoi, toi, de ça, Servane? Est-ce que ça pourrait aider si les gens venaient en parler avant du post-accouchement? Alors, je pense que c'est comme pour les cours pour l'accouchement. Oui, ça pourrait aider. Et en même temps, bah, comme pour l'accouchement, on ne se rend compte de ce que c'est qu'une fois qu'on y est. Mais ça n'empêche pas bah, d'apprendre bah, comment ça va se passer un accouchement, alors qu'en fait, on ne sait pas du tout avant comment va se passer notre accouchement. Mhm. Donc, il y a quand même une partie théorie, une partie pratique, mais la théorie permet bah, de délimiter un peu les contours, d'avoir quand même des pistes, de comment savoir gérer. Et ça permettrait aussi, parce qu'effectivement, déjà dans la grossesse, enfin pendant la grossesse, l'intimité est bousculée. Parce que les corps ont déjà changé, parce que potentiellement, enfin, les positions qu'on aimait bien avant, bah là, sont devenues inconfortables, voire impossibles pour certaines. Enfin, il y a des choses qui sont en évolution. Mhm. Donc déjà pendant la grossesse, c'est important de revoir la notion d'intimité pour qu'elle s'adapte. Parce que si on reste sur avant c'était comme ça, c'était bien, et donc moi je veux continuer absolument ce schéma-là, évidemment les personnes se le disent pas comme ça, mais concrètement c'est assez proche de ça. Et quand ça évolue, c'est bon, ok, là c'est pendant la grossesse, et puis ils attendent de retrouver ça. Mhm. Et en fait, pour moi, ça c'est vraiment une hérésie.
et que ça soit n'importe quelle période de vie. Là, c'est plus flagrant avec, avec la grossesse, un accouchement et l'arrivée d'un bébé, mais n'importe quelle période de vie, euh, la sexualité qu'on a à un instant T, et quand je dis sexualité, c'est vraiment sexualité au sens large, donc avec tout ce qui est d'intimité, de tendresse, de complicité, etc. Cette sexualité-là, forcément, elle va évoluer. Essayer de retrouver la sexualité des débuts ou de telle date, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Mhm. Se dire, OK, là, ça a évolué, je sens que ça me convient moins bien, j'aimerais retrouver un autre type de sexualité. Comment on peut la réinventer? Comment on peut retrouver quelque chose qui nous satisfasse pleinement tous les deux? Ça, OK. Mais ne pas rechercher à tout prix ce qui a été et qui aujourd'hui n'est plus. Et ça me fait penser à cette autre question. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur et dur avec nous-mêmes quand on voit la libido comme un indicateur de santé amoureuse absolue, Servane? Alors là, je suis totalement d'accord avec toi. On en avait déjà parlé dans le précédent podcast Ouais. sur le fait que le désir et la libido, il y a cette phrase, cette croyance que c'est le ciment du couple ou que c'est un indicateur du couple, que si la sexualité va bien, le couple va bien et que si ça ne va pas sous la couette, attention. Non, non, là, je ne peux pas être plus claire. Pour moi, c'est un non catégorique. On ne peut pas se dire que la sexualité est le ciment du couple ou que c'est un baromètre. La sexualité, c'est en lien avec le désir et le désir, c'est fluctuant et c'est scientifique. Les neurosciences ont prouvé que le désir est fluctuant et c'est OK. Donc déjà là, on redescend de 15 étages, on saute, et il y a vraiment quelque chose de se dire, OK, pourquoi j'ai envie de juger mon couple par rapport au désir. C'est quoi mon inquiétude? Peut-être que mon inquiétude, c'est, ah oui, mais si on fait plus l'amour, peut-être que l'autre va se lasser et va avoir envie de partir. Mhm. Ou c'est pas est-ce que j'ai du désir ou pas qui va être un baromètre du couple. Ça va être qu'est-ce qui se joue dans la relation là, quelles sont mes peurs, est-ce que je peux en parler dans mon couple, comment je peux me faire accompagner, est-ce que j'ai envie de retrouver du désir si je n'en ai plus. Il y a tout un tas de questions qui peuvent être posées. Pour moi, si on devait donner un indicateur, et je dis bien si, parce que je pense que chaque personne peut le voir un peu à sa façon, ça serait plutôt tout ce qui est intimité, complicité, soutien dans le couple, vraiment le lien entre les personnes. Sachant que on peut aimer une personne et temporairement ne pas avoir de désir, et on peut Mhm. avoir du désir de ouf pour quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiment amoureux. Donc le désir et l'amour ne sont pas liés. Ça, c'est quand même important d'être au clair là-dessus, parce que sinon, on peut tirer des conclusions hâtives. Ah bah, il ou elle ne me désire plus, il ou elle ne m'aime plus. Mhm. Peut-être qu'on peut aller regarder un petit peu plus loin. Oui. Moi, j'aime bien aussi se poser la question de est-ce que les deux personnes ont envie d'être ensemble? Je parle pas au quotidien, tout le temps, H24, hein, mais est-ce que ce choix, il est toujours là d'être en couple? Mhm. Ou est-ce que c'est bah, on vit ensemble, on a acheté une maison, on a fait des enfants, donc bah, voilà, c'est pas la même chose. Effectivement, effectivement. Et très concrètement, Servane, comment on fait pour s'autoriser à ressentir du désir ou un autre mot à ce moment-là, parce que ce sera peut-être autre chose que du désir, ou juste à se laisser respirer aussi, quand on est crevé, qu'on ne s'est pas touché, donc dans le sens a eu un contact même avec soi-même depuis des semaines. Et puis qu'on a tout juste envie d'aller sous la couette en solo, puis peut-être même de se mater un Netflix. T'en penses quoi de ça, Servane? Alors déjà de s'autoriser
aller sous la couette et de regarder un film, une série, un truc en mode cocooning, que ça soit en solo ou en couple. Mhm. Et on a le droit. C'est pas parce qu'on est parents et qu'on vit sous le même toit et qu'on est un couple qu'on ne peut pas dire là en fait, j'ai juste envie d'avoir une soirée, d'avoir 1 heure ou 2 heures tranquille, tout seul, toute seule. Et c'est pas qu'on n'aime pas l'autre, c'est juste se retrouver soi. Et particulièrement quand il y a des jeunes enfants où les jeunes enfants ont besoin de beaucoup de contact, de beaucoup de présence. Et du coup, particulièrement, alors là, je dis particulièrement pour les mamans, parce que généralement, c'est plutôt les mamans, mais évidemment, ça dépend des couples, ça dépend des personnes. Pour moi, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est quel que soit le genre, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le schéma familial, c'est plutôt le rôle plutôt que vraiment est-ce que la personne c'est un homme, une femme, est-ce que la personne est maman ou pas, voilà. Donc c'est Ouais. vraiment, je parle du rôle. Mhm. Et dans le rôle de maman, donc souvent en tout cas qui est attribué aux mamans, il y a vraiment presque cette fusion avec les bébés et qui du coup, au niveau du corps, comme je te voyais vraiment toucher ton corps comme ça, et Mhm. effectivement, il peut y avoir des moments où certaines mamans disent, mais je ne sais plus, en fait, je ne suis plus, mon corps ne m'appartient plus. Et donc là, c'est important d'avoir des moments, peut-être même pour rien faire, comme on disait, juste sous la couette avec un film, mais juste où la personne est avec elle-même, Mhm. avec son corps. Et si elle a envie, ça peut être des moments de reconnexion à son corps, avec un bain, avec se mettre de l'huile ou de la crème sur le corps, avec des automassages ou alors demander un massage à sa partenaire, vraiment pour redécouvrir un peu son corps qui est indépendant de son nouveau-né. Mhm. Et ça, là, je sens qu'il y a vraiment une phase. Alors moi, comme je te disais, dans mon cabinet, j'ai plutôt des parents avec plusieurs enfants. En général, le dernier est pas très, très âgé. Et donc, il y a effectivement cette phase-là de, OK, je me réapproprie mon corps. Mhm. Et ça, c'est important. Le coparent a pas, en général, cette phase-là, et donc la comprend pas forcément. Il peut y avoir, moi, je le vois très très fort, ça, le côté, les deux parlent de retrouver une intimité, une sexualité. Donc, dans les mots, c'est OK. Et puis, bah, il y en a un, donc souvent, en tout cas dans les rapports hétérosexuels, le papa qui arrive en se disant, c'est bon, les enfants sont couchés, let's go. Et là, tout d'un coup, tu sens le désir dans le regard et la maman qui est encore dans sa tête en mode le coucher, l'endormissement, les trucs pour demain, les couches, voilà, qui est encore dans sa charge mentale, qui est Mhm. même pas encore revenu entre guillemets vraiment dans son corps, et qui face à ça, il y a un décalage tel que c'est plutôt un sentiment de fermeture à ce moment-là, de dire mais je sais pas comment faire là. Mhm. On est trop trop éloigné. Donc je trouve ça très important ça de bien expliquer qu'on passe pas de bah là, on n'avait pas encore retrouvé notre intimité on se fait un marathon du sexe pendant 3 heures. Non, cool. Et essayer plutôt de retrouver une intimité, de retrouver ces corps qui peut-être qui se sont un peu perdus de vue ces derniers temps. Euh, donc pas forcément avec une finalité de sexualité. Et potentiellement, les fois, enfin moi j'ai eu plusieurs couples qui m'ont dit, ou les femmes m'ont dit, bah, c'est quand il m'a dit, promis, là en fait, je veux vraiment un espace câlin, pas de sexualité, et pas avec une idée derrière la tête, hein, mais vraiment. Mhm. Et où là, elles ont fait, ah, je peux me réouvrir et être en confiance, en sécurité, et pouvoir redécouvrir le corps de l'autre, me laisser redécouvrir et oser se remontrer alors que le corps a changé, c'est une vraie étape à prendre en considération pleinement et donc ne pas brûler les étapes. Et pour moi, ça, c'est vraiment
s'autoriser à ressentir du désir, c'est s'autoriser à vivre chaque étape à son rythme, plutôt que à se dire, la société nous a dit que à peu près 6 semaines après un accouchement, on peut retrouver une intimité. Et Mhm. souvent, dans ces cas-là, on se dit, intimité veut dire reprise des rapports, sous-entendu, rapport avec pénétration vaginale. Ouais. Et il y a quelque chose de très ancré là-dessus. Donc, pouvoir sortir de ça et se dire, déjà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de normes. Reprise des rapports, ça peut être reprise d'une intimité où on se redécouvre et pas forcément de la pénétration. Enfin, plus on va être en capacité de sortir de ces normes sociétales et d'aller voir ce qui nous convient à chacun et au couple, et plus ça va être simple, je mets des guillemets quand même sur le simple, Oui. de se retrouver, clairement. Donc, pas de pression. Pour retrouver du désir, il y a besoin de temps, il y a besoin d'oxygène, il y a besoin d'espace. Parce qu'en général, on n'a pas trop au quotidien quand on a un ou plusieurs enfants et particulièrement quand ils sont en bas âge. Et Mhm. j'aime bien aussi rappeler aux jeunes parents que tout n'est que phase. En général, ils ont déjà vécu certaines choses avec l'enfant, avec certaines difficultés, que ça soit pendant la grossesse ou après, que ça soit les nausées ou que ça soit après avec l'enfant qui soit tète bien puis tète moins bien ou prend bien le biberon et moins bien, soit a des reflux, soit enfin, il y a des choses Mhm. et ils ont vu que finalement ça se finit à un moment. Bon, il y a des fois ils sont encore dans des phases et je les rassure en disant ça va passer. On le sait. Ouais. Et ça fait du bien de se rappeler que pendant qu'on est dans la phase, on a l'impression que c'est le bout du monde, que ça va jamais se terminer, que c'est long. Et c'est comme si on faisait un arrêt sur image en se disant, OK, maintenant ça va être comme ça pour toute notre vie. Non, 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 ça va se terminer. On ne sait pas quand. C'est une incertitude qui est pas confortable, mais Mhm. ça va se terminer. Et du coup, ça peut faire redescendre la pression. Donc, quand il y en a un qui a du désir sexuel et que l'autre n'en a pas, juste savoir que c'est normal d'avoir des écarts de désir et que oui, ça va fluctuer, donc ça va revenir dans une certaine envie, sachant que le désir n'est pas obligatoire et qu'il faut qu'il y ait une envie de retrouver du désir. Si dans le couple, il n'y a pas de désir et que ça convient à tout le monde, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir une sexualité si s'il n'y a pas envie. Mhm. Ouais. Ça aussi, enfin, sociétalement parlant, c'est totalement tabou de se dire, bah, dans notre couple, il n'y a pas de sexualité, c'est OK. Oui, parce que effectivement, il y a des représentations qu'on peut avoir dans les films, les séries, et que ça devrait être comme ça. Et tu le disais toi-même que même médicalement parlant, on dit qu'à partir de la 6e semaine, c'est bon, on peut recommencer à avoir une vie sexuelle. Alors j'aime bien parce que maintenant, je trouve que le côté médical, en tout cas pour les personnes que je peux connaître dans ce domaine, disent de plus en plus, là, juste le corps, physiquement, il n'y a pas d'interdiction. Mais c'est pas pour autant qu'il faut reprendre. Mhm. Et il n'y a pas d'obligation. Je rappelle qu'il n'y a pas de devoir conjugal. Donc, il n'y a pas ah bah ouais, mais moi j'ai des besoins, donc non, en fait. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des choses, vous n'êtes pas à la disposition de votre partenaire. Et donc, c'est important qu'il y ait du désir, de l'envie. On ne fait pas l'amour pour faire plaisir à l'autre dans le sens uniquement pour son plaisir, alors que nous, on n'en a pas du tout envie. Mhm. C'est important. Alors là, on parle des bases du consentement, hein, mais c'est important vraiment d'avoir envie de ce qui va se passer et de savoir qu'à tout moment, on peut aussi dire stop. Si jamais il y a des douleurs, le corps dit, ah, là, il y a un truc qui va pas. Peut-être que c'est juste prendre un petit peu plus de temps parce que la lubrification n'a pas eu le temps de se faire ou qu'il y a autre chose, mais c'est un indicateur. Mhm. Donc là, surtout, on ne se dit pas, non, mais ça va aller, bah, une fois que j'y suis, ça passe. Oui, mais peut-être qu'on peut faire autrement pour qu'il n'y ait pas du tout de douleur. Chaque douleur dans le corps, en fait, est engrammée et donc c'est pas anodin pour ce qui se passe pour la Mhm. personne qui.
Donc ça, c'est vraiment important et je vois vraiment dans la plupart des couples que j'accompagne et particulièrement chez les femmes, le fait de devenir maman, il y a en général à un moment un truc qui switch un peu à dire, ah ok, mais moi aussi j'ai des besoins, moi aussi j'ai des envies et peut-être qu'avant, je m'écoutais pas complètement, je me connaissais moins bien et donc il y a une évolution qui se fait. Mhm. Pas forcément facile pour la personne parce que c'est une découverte d'elle-même. Et puis alors l'autre peut être complètement perdu et à dire, bah, comme je disais pour la sexualité tout à l'heure, mais moi je veux te retrouver comme je t'ai connu, quoi. Bah ouais. Parce que là, il y a vraiment presque un deuil à faire de la personne qu'elle était auparavant et une redécouverte de ce qu'elle est aujourd'hui ou de vers quoi elle va. Et ça, c'est vraiment comme un nouveau couple, en fait, où chacun doit apprivoiser l'autre et en même temps se soutenir parce que c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et en même temps, ça peut être source de créativité pour justement redécouvrir autre chose. Eh ben, on va en parler. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline, t'as toujours le clito dans les oreilles et si ton désir s'est barré dans une autre dimension, t'es pas seul. On est en train de le chercher avec Servan, lampe frontale émotionnelle vissée sur le cœur. Parce qu'on peut être à bout de nerfs, à bout de souffle, mais pas à bout d'amour. Et si on arrêtait de croire que la passion, c'est un feu d'artifice? Servan, tu nous parlais justement de ce côté créatif et ça vient avec ma question. Est-ce que tu as observé que la parentalité pouvait aussi devenir un moteur d'intimité renouvelé? Et est-ce qu'on peut transformer ces situations quotidiennes, là, le bordel entre guillemets quotidien, en terrain de jeu érotique ou de complicité sensuelle ou de réinventer? Ou est-ce que justement c'est une utopie de plus? Alors clairement, il y a possibilité. Mais pour moi, j'allais dire, à partir du moment où les partenaires ont envie, il y a toujours possibilité. Mhm. C'est là où c'est important, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est un choix d'être ensemble ou est-ce que bah on fait avec? Si c'est un choix d'être ensemble, si on a envie de se retrouver, dans ces cas-là, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et je dirais, la première des choses qui me paraît importante, c'est vraiment de ne pas se focaliser sur la sexualité, mais vraiment de se retrouver en termes d'intimité, de complicité, de jeu. Euh, tu parlais de la créativité et de l'intimité, mais c'est exactement ça. C'est comment on réinvente cette intimité à deux, sachant que le temps à deux, peut-être qu'avant on en avait énormément et que maintenant c'est très limité. Euh, mais quand on donne le bain à l'enfant, ben, en fait ça peut être source de moments passés à deux en famille, donc en famille avec l'enfant et en même temps à deux dans le couple, dans cette intimité donc complètement décorrélée de la sexualité, Mhm. mais de jeu de, euh, je donne le bain et puis forcément, enfin dans le quotidien, on connaît tout ça, il y a des fous rires, il y a des trucs. Euh, et en fait, c'est ça qui va venir nourrir le lien et qui va faire qu'il y aura pas ce décalage énorme quand on va se retrouver à deux. Mhm. Parce que si on est chacun dans notre côté, dans la gestion, etc., et puis qu'à un moment on se retrouve à deux, bah, il y a tout à renouer. Si au fur et à mesure de la journée, même quand on se croise, hein, on n'a pas besoin de passer une heure ensemble, hein. Ça peut être, on se croise, il y a un regard, il y a un geste, il y a quelque chose. En fait, le lien, il est là en permanence. Et du coup, ça permet que quand on a par bonheur une heure ou plus à partager ensemble, on part pas de zéro. Le Mhm. lien est déjà là, le, euh, le, le remplissage du besoin d'intimité, peut-être de tendresse, et ben celui-là, c'est bon, il a déjà commencé à se remplir. Mhm. Et du coup, il est prêt, c'est presque, il a envie d'en avoir un peu plus, mais en mode, hé, tu viens. Voilà. Alors que quand on est à zéro, c'est en mode manque et au secours, quoi. Mhm. C'est pas du tout la même dynamique. Et après, c'est important aussi de définir ce que veut dire
intimité, je le fais avec tous les couples, ça. Qu'est-ce que veut dire intimité, mais pour chaque partenaire? Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fonction de ce qu'on y met, bah, il n'y a pas les mêmes attentes et il n'y a pas les mêmes peurs. Parce que Mhm. l'intimité dans le couple, particulièrement une fois qu'on est devenu parent, qu'on s'est un petit peu éloigné, il peut y avoir plein de peurs des deux côtés. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre des mots dessus. Moi, le nombre de personnes qui n'ont jamais parlé de leur peur, de ces retrouvailles dans l'intimité, alors que l'aîné a 8 ans, euh, oui. Alors, c'est super chouette de parler au quotidien de l'organisation, du planning, de qui va chercher qui à l'école et machin, hein. Mais c'est important aussi de se prendre des moments de partage au niveau de leur sexualité ou de leur intimité, de leur moment partagé à deux, de ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. C'est pas toujours la même chose. Mhm. Euh, et ce qui leur ferait plaisir. Peut-être que c'est des moments solo, peut-être que c'est des moments partagés. J'ai le cas d'un couple où le mari euh, avait offert un week-end à sa femme avec ses copines. Donc c'était un week-end spa. Je crois que leur dernier avait 1 an et demi. Enfin, donc c'était OK pour elle de partir un week-end. Et c'était une surprise. Et elle a été hyper touchée que ça soit pas un week-end en amoureux. Là où on pourrait se dire, bah, ça aurait pu être génial, et peut-être que ça aurait été génial, hein. Mhm. Mais là, elle s'est fait son week-end sans les enfants, sans son mari. Elle est revenue, elle était HS parce que elle avait vachement profité du spa et elle s'était détendue, etc. Mais ça lui avait aussi permis de reconnecter à, waouh, il prend soin de moi, je me sens prise en considération. Le lendemain, il refaisait l'amour. Mhm. Et elle disait, mais en fait, j'ai eu cet espace-là pour moi. Et du coup, il y avait cet espace de, j'ai le temps d'avoir du désir qui est remonté, j'ai le temps de prendre soin de moi, de me retrouver. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées pour elle, j'allais dire, dans ce week-end-là et dans l'invitation, dans le cadeau de ce week-end. Mhm. Donc, il y a des fois, c'est se faire un temps solo, qui va permettre de donner cet espace au désir pour qu'il revienne. Donc ça peut être vraiment plein de choses différentes. Dans dans ce qui peut aussi permettre de se retrouver, c'est justement donc de définir de quoi on a besoin, etc. Et de poser très clairement s'il y en a un qui à ce moment-là n'a pas envie de sexualité, que ce soit clair et est-ce que ça peut être entendu par l'autre. Mhm. Et on revient à c'est une phase. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, une personne n'a pas envie de sexualité que ça sera comme ça pour les 40 prochaines années. C'est pas pour autant que ça sera que une soirée ou 2 jours. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Mais ne pas avoir envie de sexualité, encore une fois, ça dépend de ce qu'on met derrière. Potentiellement, en fait, c'est laisse-moi avoir le temps d'avoir du désir. Mhm. Et plus on va laisser cet espace, et plus finalement la période a des chances de se raccourcir. Mhm. Donc, être vraiment en accord pour partager des moments d'intimité, de massage, de caresse, vraiment décorrélé d'un but de sexualité, ça permet de nourrir ce lien et de nourrir ses corps. Et ça permet de donner un espace à ce désir pour qu'il puisse renaître. Mhm. Et souvent, c'est une phase qui passe un peu à la trappe. Ou alors qui est très, très, très courte. En se disant, c'est bon, on a fait ça pendant une semaine, ça va quoi. Ouais. Et à un moment donné, Servane, tu parlais de qu'est-ce que la personne a envie, qu'est-ce que la personne a besoin. Et tu disais qu'il y a une subtilité. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, s'il te plaît, Servane, comme ça les personnes qui écoutent comprennent ce que tu voulais dire, si éventuellement tu peux amener des exemples. Oui. Alors ça, je vais caricaturer un petit peu, mais pour que ce soit bien clair,
une personne peut avoir envie de sexualité, de retrouver, bah, comme je disais tout à l'heure, la sexualité d'avant, une sexualité très récréative, très créative, avec pénétration, et vraiment sentir cette envie d'avoir envie de ça. Mhm. Il y a là, le corps dit, ah ouais, ça serait chouette. Le besoin à ce moment-là peut être, là j'ai besoin de sentir que t'aimes encore mon corps alors qu'il a changé. J'ai besoin de sentir tes mains au début sur des zones non sexuelles parce qu'il faut que moi je me réapproprie ce rapport à mon propre corps. Euh, j'ai besoin de me sentir aimée autrement qu'en tant que mère de tes enfants parce que c'est pas la même identité. Mhm. Euh, et en même temps, ça peut être très difficile de recevoir du désir en tant que femme parce que soi-même, on a du mal encore à se retrouver dans cette identité-là. Donc, il peut y avoir plein de choses qui se jouent et entre les envies et les besoins du corps, ben, il peut y avoir un gap important. Mhm. Mais pouvoir nommer tout ça, déjà souvent, ça rassure le ou la partenaire sur le fait que oui, il y a un désir qu'on puisse retrouver une intimité plus sexuelle que celle qu'il y a aujourd'hui. Mais là, en fait, mon corps, il en est pas là, quoi. Mhm. Donc, est-ce que on peut en parler? Est-ce que on peut prendre le temps de redécouvrir ça? Et c'est là où tu parlais tout à l'heure de est-ce que ça peut être créatif? Ben oui, oui. Là, c'est sortons vraiment des stéréotypes de ce qu'on peut avoir comme image et osons créer notre propre réalité. Euh, comment on va aller retrouver cette petite étincelle dans le corps? Et quand je dis étincelle, c'est dans le lien. C'est Mhm. pas encore dans la sexualité. Et pour moi, plus on va nourrir cette intimité, et plus la sexualité va revenir facilement. Mhm. Mettre la charrue avant les bœufs en se disant il faut retrouver des rapports sexuels. euh, Moi, je mets drapeau rouge direct. Pour moi, ça peut être extrêmement violent, que ça soit pour le corps ou l'esprit, et que ça peut faire des dommages dans le couple euh, qui peuvent être compliqués après à récupérer. Mhm. Et si je comprends bien, alors, ce que tu préconise aussi, c'est beaucoup déjà, premièrement, de l'écoute de soi-même, de voir où on en est, de savoir, ok, est-ce que j'ai besoin peut-être de retrouver ce contact avec moi-même avant de trouver le contact avec l'autre, et puis aussi de le communiquer à son ou sa partenaire en disant, ben, voilà, je vois que toi, tu es tout feu, tout flamme ce soir, comme quand tu donnais l'exemple du papa qui a mis les enfants au lit, puis hop, on y va. Ben, de communiquer, puis dire, ben, effectivement, euh, je me sens pas à l'aise là d'avoir un rapport comme peut-être toi, tu en aurais envie. Et toi, tu donnais vraiment cet exemple d'en discuter et d'y aller par phase et que si par exemple la femme ou la maman a besoin de juste discuter, peut-être même d'ouvrir un espace de discussion ou peut-être il y a juste de se prendre les mains ou ce genre de choses, bah ça peut déjà être une belle étape. Est-ce que j'ai bien tout compris, Servan? Ouais, tout à fait. Et je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis de discuter. Donc, je parlais vraiment d'avoir des espaces euh, vraiment pour parler de ce qu'ils veulent mettre au sein de leur couple. Donc ça, souvent, les couples l'oublient. Ils sont Mhm. très dans la charge organisationnelle, etc. Donc ça, c'est important. Et tu parlais de peut-être se tenir les mains. Et moi, j'aime bien enfin initier, en tout cas, donner des petits exercices en slow sex, donc vraiment quelque chose dans la lenteur, dans l'intimité du regard, dans la connexion, dans la présence, vraiment à ce qui se passe là entre les deux partenaires, mais aussi à soi. Et effectivement, ça aide aussi à sentir.
ok, comment là je me sens? Est-ce que je suis totalement en sécurité? Est-ce que j'ai des points d'appréhension? Est-ce que j'ai mon cerveau qui mouline à fond? Et c'est ok, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais si le cerveau mouline à fond, bah, c'est qu'il veut dire quelque chose et qu'a priori, il n'est pas totalement apaisé. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit pas totalement apaisé? Donc, soit on en parle, soit on change de partage ou de moments d'intimité. Mais ça, c'est intéressant. Et le slow sex là-dessus, je trouve que c'est vraiment une des pistes que j'aime bien explorer. Mhm. Et en amont de ces moments-là, euh, j'en ai pas parlé, mais ça me paraît un point important. Toujours dans cette notion pour avoir l'espace que le désir puisse renaître, la, le partage des tâches dans le quotidien est vraiment importante et complètement sous-estimée. On commence à en parler de plus en plus dans la société, Mhm. mais on sous-estime l'importance que ça prend dans le couple. Pas en termes de temps, ça on sait hein, que malheureusement il y a encore un écart vraiment conséquent entre les hommes et les femmes dans les couples hétérosexuels sur le temps que ça prend, mais c'est aussi, donc c'est le temps qui est vraiment effectivement passé, plus la charge mentale qui, en général, donc là, je suis d'accord, c'est des caricatures, enfin c'est des généralités plutôt, donc ça dépend évidemment des couples, mais la charge mentale est très souvent prise en charge par donc la maman, plus la charge émotionnelle du couple, donc la charge relationnelle, le fait de prendre soin des petits moments passés ensemble, de se retrouver des moments juste à deux. Et du coup, bah, ça fait que si les moments d'intimité, ils arrivent après tout ça, à la fin de la journée, que c'est vraiment la dernière chose, le soir à 22 heures plus Mhm. disponible, c'est Mhm. juste pas possible. Ouais. Donc vraiment là, c'est aussi se rendre compte que s'il y en a un des deux qui n'est plus disponible pour ça, bah comment on peut laisser plus d'espace. Et quand je dis partager les tâches, c'est pas pour faire 50-50 et compter. Il peut y en avoir un qui fait 20 et 80 si vraiment c'est OK dans le couple. Et Ouais. c'est pas non plus dire, ah bah moi je bosse, toi t'es en congé mat, donc toi tu gères toute la maison et c'est normal parce que c'est ton, entre guillemets. Mhm. Non, si tu fais d'un enfant, d'un nouveau-né, c'est déjà un boulot, en fait. Donc, voir comment on peut répartir les tâches pour que ça soit au service de chaque personne et au service de la relation. Et Mhm. j'ai une personne qui me disait, mais non, mais moi, je prends beaucoup de choses en charge, mais en fait, c'est égoïste. C'est pour que elle prenne moins de choses, qu'elle soit plus vite disponible et que du coup, je puisse profiter de ce temps-là avec elle. Mhm. Voilà, voilà. Ça je me dis, waouh, là, c'est top parce que c'est OK pour lui. Elle, ça lui fait du bien. Et du coup, ça leur permet d'avoir des espaces où ils peuvent se rejoindre. Et pour finir, Servan, si tu pouvais planter une petite graine dans les esprits des jeunes générations sur le couple, le désir, la sexualité après les couches, tu leur dirais quoi? Et qu'est-ce que nous, on aurait voulu, ou toi en tout cas, t'aurais voulu entendre ou t'aurais aimé entendre avant? Alors, il y en a plusieurs, là, des graines qui me viennent. Mais déjà que, comme je disais tout à l'heure, tout n'est qu'une phase, que le désir n'est pas linéaire et que vraiment, juste, c'est normal que ça soit pas linéaire. Et pour chaque personne, il est fluctuant, plus ou moins, en fonction des personnes. Mhm. Et qu'il n'y a pas de normes à suivre. Que ce qu'on croit de comment ça se passe pour les amis, les voisins, etc. En général, c'est faux. En tout cas, c'est pas l'exacte vérité. Et que de toute façon, plus on va oser sortir de ces normes ou de comment ça se passe chez les autres, et plus on va pouvoir réinventer notre propre façon de vivre notre intimité, notre sexualité. Et c'est pas facile en fait parce que plein de fois il y a des personnes euh, qui se collent aux normes sans même s'en rendre compte. Mhm. Ces injonctions et ces normes sont tellement ancrées
qu'on ne se rend même plus compte que c'est une norme qui ne nous appartient pas. Et c'est là où ça peut être intéressant de se faire accompagner pour avoir un regard extérieur et pour se dire, ah ouais, ok, attends, est-ce que vraiment je suis d'accord avec ça? Ah, bah, attends, je vais aller sentir, voilà. Donc vraiment, ouais, sentir que c'est normal que ça évolue, euh, sentir comment j'ai envie de réinventer cette Mhm. intimité, cette sexualité et prendre soin vraiment du lien, de la relation dans chaque moment de la journée, dans chaque petit geste, chaque petit mot, et la sexualité, elle suivra. On dit Mhm. que les couples heureux disent 7 fois plus de choses agréables à leur partenaire que de choses vécues comme désagréables, alors qu'on a tendance à pointer plutôt ce qui ne nous convient pas. Ouais. Et donc là, c'est vraiment aussi une invitation ok, à tout ce que tu trouves merveilleux, magnifique, agréable, beau chez l'autre, est-ce que tu lui dis? Mhm. Est-ce que euh, quand il a une attention ou elle a une attention envers toi, c'est juste un oh merci, ou est-ce que tu prends le temps de savourer ce moment déjà de ce que ça te fait pour toi, et puis de lui dire waouh, ça me touche que tu pris le temps d'aller me chercher ma pâtisserie préférée ou de je ne sais pas quoi. Mhm. Et donc, tous ces petits mots-là, tous ces gestes-là dans la journée, vraiment, ça change complètement. C'est nos besoins qui sont remplis, en fait, quotidiennement et qui font qu'on peut aller se rencontrer beaucoup plus facilement. Mhm. Oui, ça donne une dynamique complètement différente et il n'y a plus cette sorte d'attente ou de non-communication, mais plus effectivement de simplement, comme tu le disais, ah ben, merci pour cette attention, ça me fait plaisir que tu aies pensé à aller me chercher mon croissant préféré à la boulangerie du coin. Euh, et Mm. puis pas de prendre ça comme quelque chose qui est, bah, c'est normal, il passait par là ou elle passait par là, donc elle a bien pensé à moi, mais voilà. Et dans le même registre, quand on se dit bonjour ou quand on s'embrasse ou quand on se fait un câlin, souvent avec le temps ou avec le fait que justement on n'ait pas le temps dans la journée, on peut faire des choses un peu en mode automatique. Ouais. Moi, j'invite vraiment à revenir en présence de quand je dis bonjour à ma partenaire le matin ou quand je lui dis bonne journée, vraiment revenir à ici et maintenant et juste prendre, ça peut prendre 3 secondes, hein, mais que ça soit un vrai bonjour, un vrai bonne journée, un vrai câlin, un vrai baiser et pas en mode automatique parce que c'est habituel et que c'est comme ça tous les jours, quoi. Mhm. Ouais. Et on parle du câlin qui dure au moins 30 secondes. Donc juste se prendre dans les bras, que ça soit habillé, pas habillé, allongé, debout, dans la voiture, on s'en fiche, mais 30 secondes à se prendre dans les bras, c'est à partir de ce moment-là où il y a un cocktail d'hormones qui est envoyé et qui va nous permettre d'être détendus avec les hormones du bonheur, passer une meilleure journée. Enfin, voilà. Donc les câlins, 30 secondes, moi je préconise que ça soit au moins une fois par jour. Et pour le baiser, c'est au moins 6 secondes de baiser. C'est pas forcément un baiser passionné, machin. Ça peut être un baiser tout doux. Chaque personne le fait à sa façon. Tout est OK. Mais juste être pleinement présent avec l'autre dans ce lien-là. Et c'est pareil, cocktail d'hormones assuré. Et c'est encore ça, ça vient aussi nourrir le lien dans le couple, hein. Ouais. C'est toutes ces choses du quotidien qui peuvent faire du bien et se souvenir que on est parent, mais qu'on a le droit d'être un être désirant et désirable, qu'on soit enceinte, qu'on ait accouché, qu'on soit mère, père, coparent, enfin, quelle que soit notre place. Et voilà, qu'on puisse accueillir cette part de nous. C'est pas Ouais, toujours facile, c'est pas mais toujours. vraiment l'accueillir pleinement. Et encore une fois, c'est OK si c'est difficile et on peut se faire accompagner. Et ça a pas, c'est qu'une phase.
ça passe. Oui, merci de rappeler ça, Servan. Et pendant que tu parlais, là, je faisais un rapide calcul. Donc, si on a les 30 secondes de câlin plus les 6 secondes de bisous, ça fait 36 secondes sur une journée qui en compte 80 et quelques mille, en tout cas. Donc, finalement, enfin, sans compter les heures de dodo, hein, mais finalement, sur 24 heures, 36 secondes, c'est pas tant que ça. Et ça peut compter, effectivement. Une phrase que j'ai lue récemment et que j'aime bien et donc que j'emprunte, c'est que la communication et prendre soin du lien sauve beaucoup plus de couples que le Kama Sutra. Hmm. Et je trouve que ça fait du bien de remettre vraiment de l'importance sur ce lien. Et que le Kama Sutra, ça n'empêche pas, on peut avoir envie de le faire, mais ça viendra. Faut pas, voilà. C'est pas l'objectif là dans l'instant T. Absolument. Et puis surtout que le Kama Sutra, c'est pas que les postures sexuelles. Il y a toute une philosophie autour. Donc finalement, si on va regarder le Kama Sutra, mais dans son ensemble, eh ben, ça peut aussi donner des bonnes pistes. Alors là, je parlais du Kama Sutra tel qu'on l'entend dans notre version occidentale, mais sinon, allez voir la version, j'allais dire, réelle, ancienne, originale du Kama Sutra. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a vendu. Ouais, C'est clair. absolument. C'est un autre débat, mais tout à fait, et très intéressant en l'occurrence, et qui peut venir nourrir la sexualité complètement autrement, et entre autres avec le tantra ou d'autres choses. Ouais. Merci Servan, c'était vraiment chouette de t'avoir une nouvelle fois au micro du Clito. Merci pour tes explications, ta façon d'aller gratter avec douceur et puis ta capacité à remettre du vivant là où on pourrait croire que c'est fichu, mais c'est vraiment dans ces petites attentions de la journée, dans la communication, dans le couple, dans l'écoute de soi, on l'a dit aussi. Et pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi, Servan, eh ben, je mets tes liens dans le descriptif de l'épisode. Et toi qui écoutes, si tu as envie de venir poser ta voix, partager ton expérience perso ou pro dans Nom d'un Clito, écris-moi sur Insta. Peut-être que ton histoire donnera naissance à une nouvelle expression barrante du genre avoir la libido planquée sous le panier à linge ou sentir ses hormones danser la lambada au fond du biberon. Et puis, on est là vraiment pour créer des ponts, des rires et des révélations dans Nom d'un Clito. Merci encore une fois, Servan. Merci à toi, Céline. C'était un plaisir, comme la dernière fois. Et vraiment, j'adore les sujets que tu peux aborder comme ça. Et je trouve que c'est très important qu'on puisse justement les aborder de plus en plus souvent et de façon sans tabou et parler des vrais sujets comme tu as envie de le faire et comme tu le fais. Et c'est vraiment chouette. Merci. Ouais. Merci, oui, puis que chacun puisse se réapproprier sa propre vie, sa propre sexualité, sa propre intimité. Ça, c'est important. Mhm. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un Clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un Clito et ne rater aucun épisode, suis le Clito sur Instagram sur le compte Nom d'un Clito tout attaché. À bientôt!